Je rappelle que je suis ressortissant d'un pays qui est la Mauritanie. C'est un pays qui pratique la discrimination raciale. Donc j'étais déjà bien imprégné. Je savais de quoi il s'agissait et je savais ce que je devais faire. C'est pour cette raison que je suis surpris de dire que je retrouve exactement la même chose en Mauritanie qu'en France. La République française, surtout la 5e République, elle est fondée sur la discrimination. Ça, il faut le savoir. C'est comme la Mauritanie, c'est quelque chose. Les textes sont parfaits, apparemment. Liberté, égalité, fraternité. Oui, oui, c'est vrai, c'est clair et net. On ne peut pas y voir entrer, mais c'est quand concrètement on se présente devant le fait, c'est là qu'on s'aperçoit de la chose. Donc ça, il faut le savoir. Le socle même de la République, il est fondé comme ça. Il suffit de regarder les choses en face pour s'en rendre compte. Regardez les élites de notre pays. C'est une certaine aristocratie. Vous n'allez pas trouver là-bas Général Mamadou Machin. Et comment peut-on cautionner qu'un parti comme le Front National, qui est fondé sur la discrimination raciale et l'antisémitisme, puisse encore exister? Comment un élu de la République peut-il tenir des propos racistes et qu'il ne soit pas inéligible à vie? On dit que c'est un dérapage. Ce sont les lois de la République pourtant. Surtout quand on pense que même au niveau de la magistrature, les magistrats eux-mêmes sont dans un système. Il faut s'attaquer aux gros morceaux. Moi je pense que la discrimination, il faut commencer par combattre, pour grimper un arbre, il faut commencer par le pied de l'arbre. C'est là, c'est le socle, c'est là où il faut vraiment... J'ai croisé aussi des avocats qui sont racistes. On avait en fait une annonce qui avait été publiée dans le journal gratuit 20 minutes, pour ne pas le citer, une annonce faite comme cela, je vous la cite: si vous êtes majeur intéressé de nationalité européenne, présentez-vous avec un CV. Donc on a effectivement un critère prohibé par la loi pour opérer une sélection sur une embauche. Donc quelqu'un nous alerte sur cette annonce. On n'a pas, c'est pas une victime précise qui est venue nous dire voilà, moi je suis, vous allez postuler, j'ai fait acte de candidature et puis on m'a dit non. C'était pas le cas, c'était cette annonce et puis on a déposé plainte directement. Si on avait eu une victime, effectivement là, banco, on agit, mais il faut agir avec l'accord, et là le code également est précis. Si on a une victime, il faut que cette victime soit d'accord pour qu'on intervienne à ses côtés. Et puis, juste pour une précision, ça a été aussi un combat contre le parquet. On l'a soulevé tout à l'heure, mais oui, il va falloir faire un peu de pédagogie auprès des magistrats. Et je pense qu'on a un magistrat qui pourra intervenir là-dessus, parce qu'on a un procureur qui vient nous dire que le responsable recrutement au sein d'Euro Disney, qui n'est pas une entreprise qui emploie 5 personnes, n'a pas les capacités juridiques pour se rendre compte de son erreur, de sa discrimination. C'est une erreur de plume, il en est désolé, il ne voulait pas discriminer. Mais ça, c'est pas entendable, bien évidemment, parce que c'est un responsable recrutement, donc, ou alors il se trompe effectivement. On me l'a fait, ça a été une remarque judicieuse, ou alors il faut qu'ils se refassent complètement leur recrutement. On ne peut pas se permettre d'avoir un responsable recrutement au sein d'une société telle que Euro Disney qui commet une erreur pareille, une infraction, puisque c'est une infraction. La difficulté, elle est donc d'analyser toutes ces victimes-là, parce qu'on s'est rendu compte dans les dossiers où effectivement il n'y a qu'une seule victime, ou deux, ou même trois, ce qui est déjà un grand nombre aujourd'hui, les sanctions qui sont prononcées par les tribunaux ne sont absolument pas dissuasives. On est sur des sanctions pénales qui sont quasiment inexistantes, pardonnez-moi, puisque généralement nous sommes sur des peines d'amende. Et sur les dommages et intérêts, c'est vrai que quand on a une victime en face, victime de discrimination, je ne suis pas certaine que l'ensemble des magistrats puissent mesurer l'ampleur du préjudice qu'en réalité subit la victime de discrimination, et la réparation est moindre. Ce qui est intéressant, et c'est vrai que je m'en étais rendu compte dans ma profession, ça n'a absolument rien à voir avec des discriminations, mais j'avais un dossier d'escroquerie où j'étais en défense et sont arrivées plutôt 90 victimes.
il fallait les faire tenir, elles ne se connaissaient pas, elles se sont toutes assises sur les bancs et les autres sont restées debout en arrière, et c'est vrai que c'est impressionnant. Un dossier, alors que je n'ai pas traité personnellement, mais dont j'ai quand même eu connaissance, est le dossier Lidl. L'avocat qui est en charge de la procédure a eu malheureusement un empêchement, il était prévu dans le programme, il n'a pas pu se présenter, et il me semble indispensable d'en parler aujourd'hui, puisque ce dossier en réalité démarre par une stagiaire, alors, si je me trompe, on me reprend, Samuel Naïla, démarre par une stagiaire qui devait normalement être recrutée. Son directeur, a priori, était très satisfait du travail qu'elle effectuait au sein de la société, et il se trouve qu'elle n'a pas été recrutée. Et le directeur a finalement expliqué qu'en réalité c'était des directives qui provenaient du siège régional qui étaient « on ne recrute pas » de personnes en tout cas qui présentent un titre de séjour vie privée et familiale. Donc on est quand même sur une condition et sur un critère discriminatoire. On a eu donc un directeur qui a été extrêmement courageux de dénoncer, il a été entendu par les services de police. D'autres directeurs, eux aussi, ont été courageux et l'ont fait également. Il y a eu des menaces qui ont été exercées, des pressions qui ont été subies. Et je crois que dans ce dossier, personne n'a lâché parce que tout le monde voulait aller jusqu'au bout. Et un document permettant en fait de se rendre compte que 250 personnes avaient été discriminées dans le cadre de cette directive du siège. 250 personnes, là l'association s'est battue pour essayer d'obtenir les coordonnées et de les convaincre d'entrer dans cette procédure parce qu'on en a parlé, on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais pour une victime c'est effectivement très douloureux, c'est long, on n'est pas sûr de ce que ça va donner. On se sent un peu seul, donc l'engagement, tant qu'on ne sent pas qu'il y a du monde autour de nous, c'est pas évident. Donc l'association épaule autant qu'elle peut, mais parfois c'est difficile aussi. Et c'est vrai que l'association a besoin, Karine le rappelait tout à l'heure, de ces autorisations d'agir qui sont indispensables. Donc l'association essaye de convaincre autant qu'elle peut, et dans le cadre de ce dossier, 10 victimes se sont présentées, ce qui est quand même un gros nombre actuellement compte tenu des moyens dont on dispose. Et la sanction, à mon sens, et je pense que Samuel ne me contrera pas dessus, a été pour le moment exemplaire compte tenu des autres décisions qu'on avait eues antérieurement avec un nombre de victimes un peu plus réduit. Il y avait 2 associations qui étaient constituées, donc nous, et qui étaient constituées dans le cadre de cette procédure, et chaque partie civile a obtenu 10 000 € de dommages à intérêts. Ce qui est important, puisqu'en réalité, quand elles sont seules devant la juridiction, on est sur du 1000, 2000 maximum. Hein. On n'est pas, quand la victime est seule, elle n'est pas sur une somme aussi importante. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit, notamment par mon voisin, il était point à gauche, sur l'état hein, des discriminations en France et sur l'état de la démocratie d'une manière générale, puisque évidemment chaque discrimination, on sera tous d'accord là-dessus, est une blessure infligée à la démocratie en France qui repose sur le triptyque liberté, égalité, fraternité. Donc, comme dit Badinter, je crois que c'est la meilleure formule qu'il ait trouvée sur vous savez, la phrase qui est dite et redite sur la France, pays des droits de l'homme. Il dit non, la France n'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Ce qui est intéressant parce que pour nous militants, ça veut dire que ça nous fixe un objectif, ça nous fixe un horizon. C'est-à-dire que nous avons affaire à des principes, à des objectifs politiques, liberté, égalité, fraternité, qui sont sans cesse plus loin. Il y a aussi le fait que, effectivement, la justice, c'est d'abord un système de valeurs, hein, au départ. Vous savez, quand on est gamin, l'une des premières révoltes qu'on peut avoir, ça se traduit par « c'est pas juste ». C'est pas juste. Hein, c'est le truc de cours de récré, mais c'est en chacun de nous, ça. La discrimination, quand même, je le dis, la plus courante et la plus récurrente dans notre société, c'est la discrimination dans l'emploi à l'égard des femmes vis-à-vis des hommes. Voilà. Donc c'est quelque chose, chaque année, au 8 mars, on a droit à... Oh, bah c'est quand même dommage, hein, il y a toujours 30% au moins pour les femmes, à qualification égale, c'est quand même dommage. Hein. On va essayer pour la prochaine fois de faire mieux. Mais donc, moi, je sais pas, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'ai
j'ai pas cet âge-là pour m'en souvenir, mais pour ce qui est de 40 ans. Mais ça fait très longtemps qu'on entend en tout cas ce même constat. Voilà, c'est un marronnier, comme disent les médias. Donc c'est ça, c'est faire de l'éducation populaire la plus large possible. Juste, je terminerai, vous avez plein d'exemples, je terminerai par un exemple qui est ancien maintenant, et comme ça permettra aux plus jeunes peut-être de creuser la question. Je n'étais pas née, mais vous avez tous entendu parler, je pense, au moins, de la rumeur d'Orléans. Et moi, cette chose-là m'a toujours fascinée, si je puis dire. C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, de 1959 à 1969, une rumeur disant que dans les magasins juifs, tenus par des gérants juifs, de lingerie féminine, on inoculait aux femmes dans les cabinets d'essayage un produit permettant de les endormir, de les transporter dans des bateaux, et on avait même dit qu'il y avait un sous-marin dans la Loire. Non mais c'était en 1969, les amis. C'était pas au Moyen-Âge. Hein. Un sous-marin dans la Loire qui donc prenait en charge ces dames pour alimenter la traite des Blanches. Cette rumeur sort dans la presse en 1969, après avoir couru pendant une dizaine d'années la ville d'Orléans. Et cette rumeur, on la retrouve dans plusieurs villes de France. On la retrouve bien après 1969. On ne fait aucun démenti vraiment très officiel. Il n'y a rien quoi qui se passe. C'est simplement un truc médiatique, un champignon médiatique qui disparaît aussi vite qu'il est venu, mais par contre la rumeur continue à se propager dans plusieurs villes de France, et j'ai même vu, d'ailleurs si vous regardez sur internet, si vous faites des recherches là-dessus, vous avez le même type de rumeur en Italie, en Corée, enfin des choses absolument incroyables comme ça qui peuvent pourrir les esprits pendant des années et des années. C'est comme pour la discrimination vis-à-vis des femmes dans une entreprise. On va dire, bon, dans une entreprise, les femmes vont toucher 23% de salaire en moins que les hommes. On va dire, on ne les connaît pas. Et donc, il ne faut pas compter sur la justice. On n'est pas du tout dans une justice qui va travailler. Il n'y a pas de ministère public. Et au contraire, moi je suis contre l'idée de laisser l'indépendance aux magistrats du ministère public, parce que j'aimerais bien leur réapprendre à travailler pour l'intérêt du peuple, quand ils l'ont oublié et qu'ils travaillent pour leur intérêt. Et donc ils ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple, parce qu'ils ne vont pas chercher les victimes. Les procureurs de la République ne respectent pas leur obligation de travailler pour le peuple, ministère public, ils ne travaillent pas pour le peuple, ils ne vont pas chercher les victimes. Et quand vous osez demander à un procureur de la République d'aller travailler, il vous dit alors là non, il n'en est pas question. On demande au procureur de la République, dans toutes nos affaires, d'aller chercher une victime, il dit il n'en est pas question. Soit vous me les amenez, mais c'est quand même pas moi qui vais aller les chercher. Moi j'appelle de mes voeux évidemment une 6e République. Je pense que dans le système de la 5e République qui est monarchique, où des choses fantastiques peuvent se décider en une nuit dans le bureau du président de la République et tirer un trait sur 2 siècles, par exemple, de système politique d'un point de vue territorial, vous voyez à quoi je fais allusion, ce système-là, il est à bout de souffle, quoi. Hein. Donc il faut passer à une 6e République, que dans le cadre d'une 6e République, effectivement, j'appelle de mes voeux à une réflexion sur la justice globalement, et qu'un parquet indépendant, dans mon esprit, c'est pas un parquet qui fera n'importe quoi dans son coin et ce qu'il veut, quand il le veut, comme il le veut, c'est une possibilité de réfléchir à un système justement qui garantisse au mieux les droits et qui garantisse aussi l'indépendance des décisions.